Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à un tag d'une nouvelle youtubeuse, en tout cas nouvelle youtubeuse sur le domaine des cartes, qui s'appelle Natalia, qui est une américaine et qui est aussi une psychologue. Alors je trouve ces vidéos très intéressantes, elle pose des questions un peu différente et puis aussi elle apporte sa vision de psychologue et bon vous savez que moi la psychologie c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'ai pas mal étudié donc voilà je trouve assez passionnant tous ces partages. Donc là dans cette proposition là elle nous invite à une métaphore en fait donc imaginons qu'on soit connecté à notre moi profond, que ce moi profond y corresponde au roi ou à la reine de notre royaume intérieur. Et ce moi profond, ce royaume, cette reine, il a des conseillers. Il choisit sept conseillers. Ces sept conseillers sont représentés par des tarots. Alors il y a une autre vidéo qui correspond à la même chose mais avec des oracles. Donc moi là je fais que pour les tarots. Donc ça veut dire que j'ai cette métaphore de moi en tant que ce moi profond qu'on peut appeler de différentes façons en fonction des écoles de psychologie, mais on va dire voilà le moi profond, celui qui est le roi ou la reine de mon domaine, donc pour moi la reine. Donc j'ai cette régence et je choisis sept conseillers qui vont me guider pour m'apporter une information, une compréhension, et puis me dire, voilà, me conseiller, il vaudrait mieux que tu fasses ça, ou voilà, il se passe ça, mais voilà quelle est la signification de ce qui se passe dans ta vie. Donc voilà, on a cette idée-là de conseiller qui vont permettre après au roi de prendre sa décision, au roi ou à la reine de prendre sa décision. Alors j'aime beaucoup les métaphores parce que voilà cette idée de roi, de royaume avec des conseillers, c'est très très chouette. Ça fait un petit peu rêver et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup cette métaphore. La façon dont j'ai procédé, c'est je suis pas partie. D'ailleurs, la plupart des autres youtubeurs qui ont répondu à ces questions ont fait ça. C'est-à-dire, je suis pas partie de quelles sont les sept parties de moi-même qui me conseillent. Sachant que vous l'avez sûrement senti, hein, on n'est pas toujours d'accord avec nous-mêmes, donc on sent bien qu'il y a des tensions et qu'on a des parties très différentes qui sont là pour nous conseiller, pour nous donner des directions. Donc je ne suis pas partie de ça, je suis partie des sept tarots que j'utilise quand j'ai des problèmes particuliers et des tarots qui ont une importance et une profondeur particulière. Alors j'ai réalisé que tous les tarots que j'ai choisis sont que des tarots autopubliés et des tarots en anglais. Donc voilà, au départ je me suis dit je vais essayer de le faire avec des tarots en français, mais c'était un peu tronqué le tag. Donc voilà, c'est que des tarots autopubliés et que en anglais, sauf un. Je vous invite à le faire parce que c'est assez intéressant, parce qu'une fois qu'on a choisi après ces tarots, c'est ce que je vais faire là avec vous. C'est intéressant de voir pourquoi et qu'est-ce qu'il apporte, quel est l'apport de ce tarot et pourquoi est-ce que je l'ai choisi. Sachant que voilà, le choix se fait un peu à l'intuition, c'est pas très intellectuel en fait comme façon de choisir. Et après, c'est intéressant de réfléchir et de mettre des mots sur les tarots qui ont été choisis. Voilà. Alors, le premier tarot que j'ai choisi, c'est le tarot Jean Noblet. Alors, pour moi, c'était important dans mes guides, dans mes conseillers, d'avoir un tarot de Marseille. J'ai choisi celui-là parce que c'est le plus ancien. J'aurais pu en choisir d'autres. Je vous ai souvent montré certains de mes tarots de Marseille, mais je voulais un tarot historique. Alors celui-là, il n'est pas tout à fait complètement historique puisque il a été redessiné, enfin retravaillé pour avoir un dessin propre. Alors, à quoi est-ce que ça correspond pour moi le tarot de Marseille? Alors, c'est important pour moi parce qu'il représente l'histoire et il représente notre héritage en fait culturel, puisque ou une partie de notre héritage culturel.
Puisqu'à travers le tarot, on va avoir donc la pensée, on va avoir accès un petit peu, hein, puisqu'on le fait avec nos yeux d'aujourd'hui, mais on a accès un peu à la pensée de la fin du Moyen Âge et du début du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Donc en fait, voilà, celui-ci, il date de 1650, voilà, donc on est au XVIIe siècle, et on a tous ces grands penseurs, tous ces philosophes qui ont certainement influencé la pensée qui a créé ce tarot. En tout cas, il a été créé dans cet environnement très spécial qui était et en même temps très fermé et en même temps avec une soif de compréhension et de connexion avec le divin, donc j'aime beaucoup. Donc moi, je me connecte à ça lorsque je prends un tarot de Marseille. En plus, pour moi, c'est l'essence, en fait. Quand je prends un tarot de Marseille, je suis sur l'essence du tarot. Tous les autres tarots, enfin, sauf ceux qui sont plus vieux, hein, comme des tarots qui ne sont pas des tarots de Marseille, mais qui sont des tarots historiques qu'on va retrouver, donc qui sont des tarots, on va dire, princiers. Mais globalement, tous les tarots qui sont arrivés ensuite, notamment pendant toute la grande vague de la Golden Dawn, ce sont des interprétations et ce sont des visions qui ont collé au moment, donc qui sont des visions d'une autre époque. Donc moi, j'avais envie de cette vision de fin de Moyen-Âge. J'aurais pu aussi prendre le Visconti Forza, parce que en effet, lui aussi, il porte toute cette histoire. Mais j'ai commencé, moi, avec le tarot de Marseille. Donc c'est vrai que le tarot de Marseille, il fait partie aussi de mon histoire avec le tarot et de l'amour, en fait, que j'ai développé pour les cartes. Ce que j'aime dans le tarot de Marseille et ce qui m'apporte, parce que c'est le seul, vous allez voir, qui n'a pas vraiment de livret, puisqu'on n'avait pas de livret à l'époque, on n'a pas retrouvé de livret, mais qui m'inspire parce que donc il y a ce côté historique et puis je le trouve au niveau visuel très parlant. J'aime beaucoup le regard des personnages. Je le fais pas mal aussi, je travaille pas mal en intuitif, c'est-à-dire que je vais regarder l'histoire qui est contée quand je vais avoir, par exemple, je vais mettre 3 cartes les unes à côté des autres. Il y a une histoire qui est racontée, voilà, les personnages se regardent ou ne se regardent pas, ils vont dans une certaine direction, et le fait qu'il y ait qui soit très simple en fait par rapport au tarot plus actuel, on a ce côté d'histoire qui est raconté, qui est, je trouve, hyper clair. On est tout de suite happé par les regards, on est tout de suite happé par les couleurs, le peu de couleurs qui sont des couleurs fondamentales. Et puis, on a ce côté que moi j'aime beaucoup aussi dans le tarot de Marseille, qui est un côté très terrien, c'est-à-dire on a des plantes sur les mineurs, on a une croissance de plantes, donc on a cette idée de croissance que je trouve hyper intéressante. Donc, si je devais donc donner une personnalité à ce tarot de Marseille, ce serait l'ancien en fait. Pour moi, j'ai vraiment ce contact avec les ancêtres à travers le tarot de Marseille. Il y a vraiment cette connexion aux ancêtres qui se fait, voilà, à travers le tarot de Marseille et à travers quelque chose de très symbolique, parce qu'on a aussi ce pouvoir du symbole qui était très utilisé au Moyen-Âge, parce qu'il y avait aussi peu de gens qui étaient lettrés. Donc on a beaucoup travaillé, enfin il y a eu beaucoup de symboles qui ont été utilisés, et aussi parce qu'on ne pouvait pas dire tout ce qu'on voulait, donc on le faisait aussi à travers les symboles. Donc pour moi, voilà, c'est l'héritage des anciens.
et c'est le plus vieux. Voilà, ce serait un vieil homme avec une barbe blanche, ce serait peut-être Gandalf, voilà, qui parle par énigme aussi. On a cette idée de parler par énigme que j'aime bien. Donc voilà, voilà, ça serait Gandalf, voilà, qui parle par énigme et donc par symbole et qui est vieux et ce- qui porte un petit peu toute l'histoire. Voilà, donc ce serait mon vieux sage. Alors ensuite, j'ai choisi un tarot. Alors je vais vous montrer celui-là, le El Goliath Tarot. Alors c'est un tarot qui a été réalisé par un auteur qui est tout en couleur. Enfin, il est très noir. En fait, il a un univers assez sombre, mais il a énormément de personnalité. Et pour moi, c'est un tarot de transformation, un tarot sorcier. Donc ce serait, si je devais le représenter sous une forme, ce serait un sorcier, mais un sorcier un peu effrayant, euh, et qui va explorer en fait le côté obscur attendez, je vous les montre à l'envers, c'est pas très... Alors, hop, voilà. Qui va, qui va explorer un côté obscur. Alors, pas le côté obscur néfaste, mais le côté obscur, le côté de la force intérieure. Le côté, il est très chamanique, hein, vous voyez, il y a pas mal d'animaux, et il est très lié à la nature et oui, à la nature, à la terre, au terreau de la transformation. Donc on est beaucoup sur quelque chose, oui, de la transformation. Donc je dis sorcier parce que l'auteur est un homme, mais moi ce serait plutôt le chaudron en fait. Il serait représenté par une sorcière, par exemple Kéridwen, avec son chaudron de transformation, ou par n'importe laquelle d'autre sorcière. Voilà, ce chaudron dans lequel moi je visualise, je vais mettre en fait les parties de moi qui ont besoin d'être transformées. Et on a vraiment, je trouve, cette énergie de transformation à travers le noir et blanc, notamment. Oui, sachant que j'avais eu donc une vision lorsque j'avais fait une hutte à sudation, avec cette idée j'étais étendue sur le sol et j'étais en train de me transformer en terreau, et à partir de ce terreau il y avait des nouvelles choses qui poussaient. Donc il y a vraiment ce truc de terre, de transformation, de très bon, comme c'est la terre, donc de très chamanique. Et en même temps, il y a ce côté, il a un côté, d'ailleurs, voilà, par exemple sur celui-là, il a un côté effrayant. Les transformations, c'est effrayant, c'est pas confortable. On va travailler aussi les traumatismes. Je trouve qu'aussi c'est un jeu qui va toucher aux peurs, qui va toucher aux grandes blessures, et qui est là pour transformer. Donc voilà, on a cette idée de chaudron et de transformation, mais de transformation, c'est pas quelque chose, on est quelque chose, oui, dans quelque chose d'assez puissant. On a voilà, une idée de puissance, et du coup quelque chose de pas toujours très confortable. Voilà, c'est pas un jeu, c'est pas du tout un doudou deck. Voilà, c'est un jeu qui brasse, et c'est un jeu qui me brasse souvent. Alors, c'est vrai que je l'utilise pas mal en visuel, mais j'aime bien lire ce que lui a écrit, même si je suis pas d'accord sur tout, parce qu'on n'a pas la même façon de tout, de tout concevoir. Voilà, il y a ce truc voilà, de sorcier et de transformation. Donc sorcier dans le sens pas sorcier maléfique, hein. Faire attention avec le mot sorcier-sorcière, mais plutôt dans le sens du cuisinier magique. Donc plutôt de magicien, mais avec ce côté très ancré. Magicien, ça fait un peu...
dans mon esprit plutôt quelque chose d'assez clean, d'assez propre. Là, on va dans le, voilà, on va dans le terreau, on va dans le truc sale, dans le truc incarné, dans le noir. C'est pour ça que moi j'aime bien et j'associe bien ce mot sorcier à ce travail, voilà, travail du chaudron, ce travail du terreau et de la transformation. Donc voilà, ça c'est le second tarot. Hop. Celui-là, il est toujours sorti chez moi. Bon, aussi parce qu'il ne rentre pas dans mes tiroirs. Alors, dans un style complètement différent, j'ai le tarot d'Alice. Alors, le tarot d'Alice, alors c'est un style différent, mais il parle aussi quand même de quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire, au précédent, d'aller explorer, de passer dans le trou du lapin blanc. Mais dans ce tarot-là, c'est un tarot de... C'est un tarot bon, qui raconte donc une histoire qui est liée à l'histoire d'Alice, que je trouve passionnante, et dans lequel les archétypes sont transformés, et on est dans un monde un peu délirant, un monde un peu fou, et je trouve que si ça devait être un personnage, ce serait le fou du roi. Celui qui est capable de dire des tas de choses avec un air de rien, un air de fou, et ce sont des choses qui vont permettre d'avoir une vision différente, un peu comme dans la vision du pendu, on va regarder les choses la tête en bas. Oui, notamment, je trouve, il y a l'impératrice qui est hyper intéressante parce que on n'a pas cette vision de mère qui protège, on a quelque chose de très différent. C'est pas un jeu qui est très maternel. Il n'y a pas trop de. D'ailleurs, dans l'histoire d'Alice, on n'a pas de. Enfin, il y a sa sœur, si quand elle dort sur les genoux de sa sœur, mais c'est tout. Sinon, on n'est pas sur quelque chose de très, de très maternel. C'est pas un doudou deck. C'est je trouve, un jeu qui est assez. C'est le fou du roi dans le sens aussi où il va toucher l'enfance. Je trouve aussi la difficulté de l'enfance et tous les challenges de l'enfance avec une reprise de pouvoir. Et cette reprise de pouvoir, elle le fait par le passage à la folie, entre guillemets, puisque pour moi, la folie, c'est une façon de voir les choses différemment. C'est-à-dire des choses qui nous ont paru fous il y a des siècles, sont aujourd'hui communément acceptées et font partie de la norme. Donc il y a vraiment cette idée de questionner la norme, de pénétrer la folie. Et j'aime bien le livre. Du coup, je l'ai sorti parce qu'on m'avait demandé, je crois, une fois de faire une review. J'ai pas eu le temps. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il est structuré. Donc vous voyez, à chaque fois, on a la signification du Rider-Waite et, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, la signification spécifique pour Alice. Et puis, un lien avec l'histoire. Donc par exemple, ici, on nous parle du soleil et on a les deux frères. Mince, j'arrive plus à me souvenir en français ce que c'est. Donc Tweedledum et Tweedledee. Comment est-ce qu'ils sont je ne me rappelle plus des noms en français. Donc, on a la signification du soleil pour le rider et pour Alice. Et c'est très différent. Très souvent, il y a quelque chose de très différent. Donc, il y a une vue différente. Et après, il y a tout un texte qui parle donc ici des deux frères jumeaux et du lien avec le rider et du lien et de l'explication pourquoi est-ce que dans le tarot d'Alice on a quelque chose, une proposition qui est différente. Après on a des notes aussi avec des liens avec d'autres choses, avec des voilà, ça s'appelle des notes supplémentaires, l'explication d'où viennent les noms par exemple. Il y a des notes aussi sur l'histoire, donc on travaille avec l'histoire.
qui d'ailleurs est une histoire enfin, qui est beaucoup plus intéressante à lire en anglais parce qu'en français, il y a eu toute une traduction qui a été très difficile à faire puisqu'il y a plein de jeux de mots dans Alice au Pays des Merveilles et que les jeux de mots, comme ça a été écrit en anglais, ils sont en anglais. Donc moi, je trouve que voilà, c'est le fou du roi, le tarot d'Alice, c'est celui qui nous pose des questions dérangeantes et qui ont l'air d'être complètement folles, ou qui nous apporte des réponses qui ont l'air d'être complètement folles et qui finalement sont des réponses intéressantes. On est dans cette idée de je sors de la norme, je sors de ce qui m'est proposé habituellement. Je sais qu'il y en a un qui existe en mass market, je ne sais pas comment il a été s'il suit vraiment le rider ou s'il a aussi apporté sa petite tonalité de folie. Si jamais vous l'avez, il n'a pas été traduit en français, il est en anglais, mais c'est un mass market. Si vous l'avez, ça m'intéresse de savoir s'il a ce côté aussi un peu fou. Alors, ensuite j'ai choisi un tarot qui s'appelle le Tarot of the Holy Light. Alors lui, c'est un tarot... c'est un penseur en fait. Ce serait un philosophe. Ce serait mon philosophe. Alors ce tarot-là, il est axé sur notamment enfin, il est axé sur l'alchimie. C'est un tarot basé sur des gravures d'alchimie. Il a aussi un lien avec l'astrologie et il est très très intellectuel. Est très mystique. Donc on a ce côté et mystique et avec tout l'héritage tout l'héritage alchimiste des alchimistes, voilà, tout l'héritage de la pensée philosophique, voilà, on a le lien avec la Kabbale aussi, donc avec la mystique juive, et il a ce côté il a ce côté très structuré et très mystique. Donc il parle de la structure de l'incarnation, de la vie, de l'existence. Il parle de la recherche de la pierre philosophale, donc de la recherche, on va remonter pour rechercher ce contact intime avec cette partie divine que l'on porte en nous. Et du coup, c'est un jeu qui est comme, je ne sais pas si vous avez déjà lu des textes philosophiques, c'est pas facile à lire. Ça demande de se poser, ça demande quand il parle, ça demande un petit peu de temps pour comprendre ce qu'il a à dire. Et c'est pas très, comment dire, il a pas une voix très direct et clair et hop, j'ai mon petit message et c'est bon. Non, d'ailleurs, regardez le bouquin qui a été écrit par Christine Payne Tollers qui a fait un super boulot. Vraiment, j'adore ce jeu. Mais il a cette idée d'étude en fait. Donc ce serait soit un philosophe, soit un maître qui serait dans une bibliothèque et qui étudierait. Et qui réfléchirait au sens des choses et qui irait voir l'héritage des anciens, l'héritage de cette pensée ancienne, donc des philosophes, plutôt, là c'est plutôt des anciens philosophes, mais il y a quand même cette démarche de pensée qui a un côté un peu académique, voilà. Donc par exemple, je vous montre le 3 de bâton. Donc vous voyez, on a un lien avec l'astrologie, on a donc des histoires de dignité, on a un lien avec les anges qui sont liés à chaque carte, et puis on a la description de tous les petits détails que l'on peut voir sur les cartes. Parce que sur les cartes, il y a énormément de détails et de détails ésotériques. Donc c'est le jeu le plus ésotérique que j'ai, avec le plus de détails. J'ai hésité entre celui-là et un des tarots de Jean Bochart qui est en français et qui est aussi du mass market. Donc il y a le tarot maçonnique et on a aussi le tarot que j'aime beaucoup, le tarot alchimique. Comment est-ce qu'il l'appelait Où est-ce qu'il est
Ah oui, pardon. Ça semblait bien. Hop. Voilà le tarot des alchimistes. Alors, il a fait un travail sur les majeurs qui est super intéressant, qui ressemble un peu à celui-là. Alors, je triche un peu, du coup, je vais vous en montrer 8. Mais bon, mais il y a un bouquin hyper intéressant. Alors, lui, c'est pareil, il a une écriture, une façon de présenter les choses qui est assez académique. C'est un vieux monsieur. Donc, il écrit, voilà, d'une façon qui est moins accessible que les écrivains contemporains. Et voilà, on a exactement le même type de travail avec un lien à l'alchimie. Et lui, il est aussi très, très influencé par la franc-maçonnerie. Donc on l'a dans son tarot maçonnique et dans son tarot, dans son tarot des alchimistes, hein, on a les deux à chaque fois. Et puis après, par contre, on a beaucoup moins de détails, moins de choses à dire peut-être sur les mineurs, il y a moins d'informations sur la carte. Voilà. Et puis le livre est super détaillé et hyper bien fait sur les majeurs. Et on a quelque chose de beaucoup plus simple sur les mineurs en fait. Hein, on n'a pas tout, pourquoi est-ce qu'il a changé exactement de contenant. Voilà, il y a moins de détails. Pardon. Mais par contre, c'est en français, donc ça c'est bien. Parce que des choses un peu académiques, avec une écriture complexe et une pensée complexe en anglais, voilà, c'est plus difficile. Euh, donc voilà, ici on va avoir donc des liens avec l'astrologie, avec l'arbre de vie de la Kabbale. Et puis donc à chaque fois elle a décrit tout ce qu'il y a sur la carte et pourquoi il y a ça sur la carte. Donc ça c'est vraiment passionnant. Typiquement c'est le type de jeu que je pourrais emmener sur une île déserte, hein. Donc un jeu ultra simple et puis un jeu qui me permet de toujours continuer à travailler et à avoir des nouvelles données pour pouvoir réfléchir. Donc c'est pour ça voilà, il est pas facile, il est pas direct, pas très, il va pas me donner des réponses directement très simples sur des choses de tous les jours, mais plutôt des choses philosophiques. Donc c'est pas un guide auquel je vais poser des questions tous les jours, parce qu'il y a aussi des moments où j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc celui-là, voilà, je sais pas si vous aviez, euh, j'avais rencontré aussi voilà, une vieille dame qui était un peu dans cette pensée-là, elle réfléchissait beaucoup, elle avait beaucoup de connaissances. Et c'est vrai que les jours où j'étais fatiguée, j'avais pas envie de discuter avec elle, c'était trop, trop prise de tête. Elle s'est dit, hein, pour moi qui suis assez prise de tête. Donc quand j'ai besoin de quelque chose de simple, je vais pas le voir. En plus, il y a un côté assez austère, il y a un côté exigeant. Il est exigeant au niveau intellectuel, mais il fait faire des grands pas en avant et il a une parole qui est très structurée, très claire. Donc voilà, le tarot of the Holy Light. Je vous ai montré ça. Alors, après, des tarots que je vous ai plus montrés et qui sont pour moi intéressants. Et qui sont intéressants, hein, c'est comme sur tout cela, par les livres. C'est-à-dire, ces tarots-là, c'est pas forcément les tarots que je vais utiliser le plus. Ce sont des tarots que je vais utiliser et pour lesquels j'ai besoin de prendre du temps pour lire le livre. Donc ce sont des conseillers, c'est pas un petit conseil comme ça. On a un souci, on fait une réunion et voilà, on essaye de voir comment résoudre ce souci. Donc je prends du temps. C'est pas les tarots que je vais utiliser pour tirer les cartes pour les autres. Euh, pour donner des conseils pour les autres parce que je vais pas ou alors si c'est une démarche où par exemple si je le fais pour une amie où on va aller lire et on va essayer de comprendre le message qu'il y a derrière, c'est pas quelque chose qui est direct, c'est quelque chose qui demande du temps de se poser, donc c'est plus mes guides à moi qui sont représentés sous forme de ces tarots là.
Alors après, donc, le Serpent Fire. Alors, franchement, c'est un jeu qui m'a beaucoup, beaucoup surprise. Euh, alors, au niveau visuel, j'aime pas, c'est pas mon préféré, voilà. Mais au niveau donc de l'art, c'est-à-dire que vous savez que moi je collectionne, donc j'ai aussi cette approche artistique. Ce que j'aime néanmoins, c'est qu'on a une présentation de personnages. Alors, ils sont tous jeunes, donc ça, bon, moi j'aurais préféré qu'il y ait aussi des personnes plus âgées. Mais on a une présentation des corps sans que ce soit des corps parfaits. Et puis on a ce côté un peu géométrique et puis ce lien à l'Égypte. Donc il y a un peu ce côté, elle a un côté psychédélique hein, dans la représentation. On a un peu ce qu'on peut voir. Ça fait très années 70, je trouve. Euh, et donc, ce qui me plaît, c'est le livre. Alors, je pense honnêtement que c'est lié au fait, parce qu'il n'est pas très gros, mais c'est quelqu'un qui a je pense, des blessures qui ressemblent aux miennes. Et du coup, dans le livre, c'est court, mais c'est chaque fois très précis et on va avoir, il va y avoir quelque chose de d'hyper juste, hyper précis et ça tape toujours, voilà, on a vraiment quelque chose, chaque fois, moi j'ai quelque chose de très très juste. Alors c'est aussi un jeu hein, que j'utilise pour les autres, celui-ci. Euh, Il y a des liens aussi, enfin, il y a pas mal de choses. Elle a mis un peu tout ce qui lui appartenait. Donc voilà, cette petite commode, moi elle me parle, la lampe d'Aladin aussi. Euh, il y a plein de petits détails, il est hyper intéressant hein, parce il y a pas mal de choses sur les cartes. Donc on peut aussi avoir des informations intuitives. Euh, Comme dans tous les jeux où il y a pas mal de choses qui se passent. On a un côté assez lumineux. Oups, excusez-moi. Et puis donc on a un lien avec l'astrologie. Moi je n'utilise pas trop le lien avec l'astrologie. Donc on a des mots-clés, on a la signification droite et inversée, et puis un mantra. Donc celui-là, ça serait pour moi le... Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais lui... Ce qui me vient là, c'est parce que je suis partie dans les jeux de rôle avec, vous savez, la compagnie, le chef de la guilde et puis les différents conseillers. Lui, ce serait, ce tarot-là, ce serait celui qui est malin et qui donne des réponses rapidement, qui permet de... Ce serait un peu dans les jeux de rôle, c'est le voleur en fait, celui qui ouvre les portes rapidement, qui a les clés. C'est pas celui qui va être capable de résoudre des énigmes très complexes comme celui-ci. Ce serait celui qui me permet d'ouvrir rapidement. Voilà, c'est celui qui a c'est le passe-partout, c'est celui qui a toutes les clés et qui est capable d'ouvrir, qui est capable de passer par un autre chemin et donner rapidement des réponses. Donc voilà, ce serait mon voleur, pas dans le sens de voler, mais dans le sens de celui qui est malin, celui qui est rapide et qui va trouver des solutions rapidement et qui va donner rapidement des réponses. Parce que c'est vrai que dans les conseillers, bon, oui, on va, comment dire, on convoque le conseil, mais parfois il y a besoin de faire des choses rapidement. Donc lui, c'est lui qui va donner cette information rapidement et qui va trouver la petite clé qui va permettre de passer la porte pour avancer un peu. Alors après, il va y avoir des endroits où il y a des grosses énigmes, des endroits où il y a des choses beaucoup plus complexes, où il va falloir passer plus de temps, où il va falloir plus réfléchir, où il va falloir peut-être aller faire de la transformation, etc. Mais lui, son job, c'est ce côté rapide et puis voilà, d'avoir ces trucs de pouvoir crocheter les serrures. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'est ça le Serpent Fire.
Alors, ensuite, le sixième jeu, c'est le Mysteries of Mary Tarot. Euh, alors, celui-là, bon, ben, ça serait Marie, ce serait toute l'énergie marielle avec laquelle comment dire, qui m'accompagne depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite fille, et qui a été mis en image et surtout en texte par Étienne Grobler. Alors, c'est pas non plus le tarot au niveau esthétique que je préfère. Donc là, je vous montre pas les tarots que je préfère au niveau esthétique, même si en soi, c'est un tarot qui est une œuvre d'art. Donc après, les œuvres d'art, on aime ou on n'aime pas, mais il y a vraiment quelque chose d'unique et quelque chose d'incarné dans ce qu'elle a fait. Au niveau des représentations, ça touche quand même l'enfant intérieur et l'enfant qu'on était. Je sais pas à vous, mais quand j'étais petite, il y a plein de trucs kitsch que j'aimais. D'ailleurs, j'ai retrouvé quand j'étais à Séville les petites cartes où on avait des petites jeunes filles et puis la robe, elle est faite sur la carte postale, donc il y a un dessin et la robe est faite en tissu. Il y a ce côté kitsch, et les petites statues, les petits trucs brillants, les petits personnages. Voilà, donc je trouve que ça touche l'enfant que j'étais. Voilà, la petite vaisselle, moi j'aime encore en fait. Je me retiens pour pas acheter ce genre de choses. Parce que voilà. Mais quand même, j'aime bien les petites choses. Je voulais avoir une petite dinette quand j'étais une petite fille, que j'en avais pas. J'étais envieuse de ma voisine qui en avait une super jolie. Donc il y a ce côté-là de l'enfant qui est, euh, qui est activé. Après l'adulte, voilà, moi voilà, je trouve il y a pas mal de choses qui font oui, qui font très kitsch. Ça me rappelle beaucoup les représentations qu'on peut avoir à certains endroits en Espagne, notamment à Séville, ou en Amérique latine, où il y a cette dévotion encore qui existe. Voilà. Mais moi, ce qui me... Enfin, si. Les cartes me font énormément travailler au niveau du visuel, déjà, voilà. Même si, oui, voilà, ça fait travailler, je me connecte à ma petite fille intérieure. Et puis, il y a un travail dans le livre qui est proposé avec cet archétype de Marie qui est ultra intéressant. Et donc, si je devais représenter en fait ce tarot sous forme d'un personnage, ce serait, je pense, Marie-Madeleine en tant qu'apôtre. Voilà, ce serait Marie l'apôtre. Voilà, et donc qui a eu, ça me met en contact avec. Alors on n'est pas, moi j'ai pas cette vision de Jésus en tant que religion patriarcale, c'est-à-dire je m'en suis pas mal détachée, mais plutôt Jésus en tant que représentant de l'amour. C'est vraiment le rayon de l'amour et de la sagesse. On est sur ce truc de cœur, ce travail avec le cœur. Donc on a ce travail de cœur qui est fait à travers ce jeu-là. Sachant que c'est pas vraiment un doudou deck non plus. Il fait travailler des choses qui sont hyper intéressantes et notamment l'incarnation. C'est-à-dire aussi dans la religion catholique, on a cette idée du Fils de Dieu qui est incarné sur Terre. Donc on a cette idée du divin qui s'incarne sur Terre. Et on est tous des enfants de Dieu, tous des enfants divins, on a tous cette partie divine et on est tous incarnés. Et je trouve qu'il parle énormément à l'incarnation et à la difficulté de l'incarnation et aussi au sens de l'incarnation et à la souffrance aussi qui est liée à cette incarnation. Puisqu'on rentre dans ce monde de dualité où on a voilà, le bien-être et souffrance. Donc on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, puisque dans ce monde-là,
ce monde qui a été créé. Alors je ne sais pas pourquoi il a été créé comme ça, mais en tout cas, voilà, on a cette idée de différence, de différenciation et donc de difficulté de l'incarnation. Donc c'est pas non plus un jeu que je vais utiliser tous les jours où je vais me faire des petits tirages rapides. C'est plutôt un jeu de travail où je vais avoir une carte et où je vais travailler avec cette carte-là pendant pas mal de temps en fait. D'ailleurs, je ne connais pas énormément de cartes parce que j'ai pas fait énormément de tirages puisque je prends beaucoup de temps pour travailler avec le jeu. Et j'ai beaucoup travaillé, donc il y a eu le mois de travail qui avait été proposé par Étienne Grobler. Et c'est vrai que moi, quand je travaille intensément avec un jeu, ça m'a fait la même chose avec celui-là. Donc je vais prendre beaucoup, beaucoup d'énergie, je vais énormément travailler, que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau de l'énergie, de l'implication que je vais avoir. Et après, j'ai une sorte de... J'ai besoin de déconnecter, en fait, de prendre de la distance. Et donc là, je suis en période de distance avec celui-là, mais il est vraiment important pour moi euh, dans cette perspective soit de compagnon de guilde, soit voilà, de conseiller dans dans mon royaume. Voilà, et puis le dernier, alors vous en avez peut-être marre parce que je vous le montre tout le temps, mais je l'aime tellement, je l'aime d'amour celui-ci. C'est le Numinous Tarot. Alors c'est un jeu qui a été créé par une personne qui fait partie donc de ce qu'on appelle les personnes queer. Euh, alors c'est vraiment la définition, je ne vais pas la redonner parce que c'est tellement complexe et j'ai tellement peur de me tromper parce que en fait c'est un peu alors excusez-moi l'expression, il y a un peu cette idée pas de fourre-tout, mais il y a beaucoup beaucoup de choses dedans. Donc il y a toute la communauté LGBT, voilà, donc entre autres, mais pas que. Il y a aussi toutes les nouvelles définitions de genre et donc toutes les personnes qui questionnent le genre, c'est-à-dire le genre, c'est je suis un homme avec un sexe masculin et je me sens être un homme et je suis hétérosexuel, voilà, c'est ça. Et je suis une femme avec un corps de femme, voilà, un vagin, etc. Et je me sens être une femme et je suis hétérosexuel, voilà. Et donc, en fait, queer, c'est tout ce qui est à l'extérieur de ça. Euh, c'est alors, c'est pas un jeu que j'ai choisi parce que c'était un jeu queer, pas du tout. Je l'ai choisi parce que l'énergie qui dégage, je la trouve touchante, elle me fait du bien, il me met du baume au cœur. Il y a énormément de douceur, il y a énormément d'amour. Pour moi, ça c'est le jeu, euh, c'est mon doudou deck. Et puis il parle avec beaucoup de délicatesse et de douceur des blessures, des traumatismes. Et il parle de l'acceptation de soi, de l'acceptation des autres, de ce monde utopique qu'on pourrait avoir, du vivre ensemble, du vivre dans la différence. Et moi, ça me nourrit, je sais pas comment vraiment l'exprimer. Oui, plus que ça, oui, ça me nourrit, ça me rassure, ça guérit, ça guérit des parties de moi. Alors, j'ai failli prendre aussi le Next World Tarot, mais je voulais pas prendre de jeu. Enfin, ils sont proches, mais ils sont assez différents malgré tout. Et le Next World Tarot, il est plus il va travailler directement sur les traumas. Il va pointer en fait les traumas du doigt. Et il a un côté de colère en fait, et la colère et d'engagement. Celui-ci, il y a plusieurs façons d'être engagé. Il y a aller manifester, aller être dans la colère et dans le fait de se battre pour. Et il y a une façon plus interne, c'est d'incarner quelque chose. Et dans celui-là, ça me ressemble plus puisqu'il est plus justement dans cette idée d'incarner quelque chose.
il nous montre des choses, il nous montre des belles choses, il nous montre des choses difficiles, mais il y a toujours quelque chose de touchant. Il y a quelque chose de l'ordre de la douceur et de la douceur auquel les enfants devraient tous avoir droit, et les adultes aussi. Voilà, il y a une sorte de corne. Et j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une suite qui soit liée au livre et à la connaissance. C'est par, euh, c'est par la connaissance aussi que pour moi, on va changer le monde. C'est par l'éducation, c'est par la connaissance. C'est-à-dire, moi qui suis une angoissée, hein, j'ai bon, je vous l'ai déjà dit, j'ai un stress post-traumatique, donc j'ai un trouble anxieux. Euh, L'anxiété, elle vient de la méconnaissance. Si je ne sais pas, si je ne connais pas, ça va me créer une anxiété. Si je connais, alors je peux me mettre en relation de cœur à cœur avec la personne. Et ça, je le vois bien par rapport aux communautés que je connais moins. Ces communautés, elles me font peur. Parce qu'elles représentent des choses qui me sont étrangères et des choses qui ne me ressemblent pas et du coup qui sont effrayantes pour moi. Si moi je fais ce travail d'éducation, ce travail d'ouverture, si je vais aller voir, essayer de comprendre, alors je suis capable, voilà, de me mettre en lien. Et c'est comme ça qu'on va créer un monde plus juste, un monde plus doux, un monde qui sera plus en lien. Et c'est vrai que bon, par exemple, pour moi, l'association qui est pour moi la plus importante aujourd'hui, c'est enfin les associations les plus importantes, les combats les plus importants sont des combats sur la justice et sur l'éducation. Voilà. Donc en fait, c'est je trouve voilà, je trouve touchant et puis je trouve aussi que en fait, que ce soit un homme ou une femme ou un personnage qui soit identifié comme queer, j'arrive très très bien à me projeter dans chacun des personnages. Chacun peut me représenter et, et du coup, je trouve ça assez chouette. Et puis, j'adore regarder. Celle-ci, elle est magnifique. Le personnage est magnifique. Il est en train de regarder un grimoire avec des herbes. J'adore, en fait, j'adore. Mais j'aime beaucoup aussi le Next World Tarot parce il y a aussi ce côté de monde post-apocalyptique. Voilà, quand on a eu un traumatisme, en fait, à l'intérieur de nous, on a un monde qui est post-apocalyptique, hein. Il y a une sorte d'apocalypse qui s'est produit à l'intérieur. Et donc, du coup, je me retrouve assez bien dans ces tarots. D'ailleurs, j'en ai d'autres qui sont, je trouve, aussi assez intéressants, mais moins riches. Voilà. Et puis, il y a le son avec les petites clochettes et, euh, et la lumière avec les bougies. Il a ce côté sorcier. Alors, il n'y a pas que des choses euh, joyeuses, mais il y a cette autorisation à pleurer, cette tristesse, cette énorme tristesse, ce travail, cette énorme tristesse. Et puis le livre est super bien fait aussi. C'est marrant parce que c'est un personnage qui est Noël, Arthur, donc il est... Oui, c'est un personnage qui est très jeune, il est jeune, et je suis épatée de ce qu'il écrit. Je suis épatée de ce qu'il écrit. C'est quelqu'un je pense, qui a traversé beaucoup de choses et qui l'a transformé. Et c'est beau, en fait, ce qu'il écrit. Et voilà. Je vous montre un peu le bouquin. Donc, on a une page par carte, parfois un peu plus, pour les majeurs. Et voilà, il y a ce grand ce travail, je trouve, qui, moi, en fait, mes traumatismes, il va faire résonner mes traumatismes et il va mettre du baume dessus. Et ça, franchement, c'est précieux. Donc voilà, je dirais que celui-là, c'est le soigneur. C'est celui qui soigne. Voilà, c'est celui qui va apporter, qui va mettre les petits pansements, qui va mettre les baumes, qui connaît les plantes pour soigner.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si je vais la faire en anglais. C'est une vidéo assez longue et puis c'est difficile en fait de tout exprimer en anglais. Bon, je verrai. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez la même vidéo mais en anglais. Voilà. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!